Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le deuxième épisode d'Albums. Aujourd'hui je vais analyser le mythique Abbey Road des Beatles. Cet album hautement symbolique est le dernier à avoir été enregistré par les Beatles, même s'il est sorti avant Let It Be. Les séances d'enregistrement se déroulent assez péniblement, mais on y reviendra plus tard, entre février et août 1969, avant de sortir un mois plus tard et rester #1 des tops anglais pendant 18 semaines. C'est en quelque sorte un cadeau d'adieu que les Beatles adressent à leur public, tentant de faire pour la dernière fois ce qu'ils avaient à faire, sachant que le départ de John allait dissoudre le groupe de manière irréversible. L'album est un mélange de soft rock, de pop rock et de rock progressif, voulant recréer une dernière fois la symbiose magique des Beatles, aussi artificielle soit-elle à cette époque-là de leur carrière. C'est dans une ambiance extrêmement tendue que s'est déroulé l'enregistrement, disais-je, car les Beatles s'étaient peu à peu éloignés les uns des autres, et John voulant quitter le groupe pour se consacrer à une carrière solo avec sa morue, ça n'a pas aidé. Ils se sont arrangés pour ne se voir que quand c'était absolument nécessaire, c'est-à-dire très rarement en pratique, puisqu'ils avaient à présent recours à la technique des overdubs. Ce qui était assez nouveau pour l'époque, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ce système. La plus grosse dispute dans le studio a eu lieu quand la morue a piqué un cookie à George, sous ses yeux ébahis. Et du coup il l'a tué. Non, je rigole, il a juste pété un énorme câble sur elle, la traitant de salope, et du coup John est arrivé en mode You fuck my wife. Puis c'est évidemment parti en couille, mais ils ont fini par prendre sur eux et par poursuivre l'enregistrement. Le Cookie Gate est considéré comme le point culminant de la dispute entre les membres du groupe et la morue, car aucune autre dispute n'a jamais dépassé celle-là. Et le 20 août 1969, c'est le dernier jour où John, Paul et George se voient ensemble. Et Ringo aussi. Pour en revenir à l'album, il est construit de façon assez bizarre. Bon, la phase A est classique, ce sont des chansons autonomes, des chansons séparées, mais sur la phase B, on commence par Here Comes the Sun, puis Because, et ensuite c'est un enchevêtrement de chansons inachevées qui constitue un medley de 16 minutes. C'est le medley d'Abbey Road. Au niveau rock, l'album est également une révolution puisque c'est la première fois qu'on utilise des sons d'un synthétiseur Moog, donc un instrument purement électronique, sur un album rock ou pop rock. On peut l'entendre subtilement dans Here Comes the Sun, Octopus's Garden ou Maxwell Silverhammer. Par contre, dans Something, c'est un orgue Hammond qu'on entend, ce que les groupes de rock progressif comme Pink Floyd ou King Crimson exploiteront plus tard dans leurs chansons. Pour en venir aux chansons, il y en a 13 et une secrète tout à la fin. La première, Come Together, a été écrite par John et s'inscrit complètement dans son trip de non-sens parce que les paroles n'ont aucun sens clair. Certains voient une référence à chacun des Beatles dans chaque couplet, mais cette théorie me paraît un petit peu étriquée. Une autre théorie voudrait que le refrain Come Together Right Now Over Me signifie jouissez tous ensemble maintenant sur moi. Ce qui serait typique de John, mais un petit peu osé pour l'époque. Cette chanson, manifestant une volonté de rassemblement, a été écrite pour un politicien qui se faisait surnommer le pape du LSD et qui briguait le poste de gouverneur de Californie face à Ronald Reagan, qui lui a fini par devenir POTUS. Come Together sera reprise par énormément d'artistes, notamment Michael Jackson sur son album History, Lenny Kravitz, Marilyn Manson, Tina Turner, Tina Arena, les Arctic Monkeys et Joe Cocker dans le film Across the Universe, que je vous conseille vivement. Puis vient Something, qui est la seule face A qui a été composée par Harrison, et qui est sa seule également à atteindre le #1 des ventes. Cette chanson consacre le pouvoir d'écriture de George, alors qu'on estimait jusqu'alors que seuls John et Paul savaient écrire. Par contre Ringo on s'en fout. C'est la deuxième chanson des Beatles la plus reprise après Yesterday, et Sinatra disait que c'était sa préférée. Juste après ça, on a Maxwell Silverhammer que Paul voulait sortir en single mais que John ne voulait pas sortir en single. Ensuite, Oh Darling que Paul avait composé et que John voulait chanter, mais Paul ne voulait pas que John la chante parce que c'est celui qui compose qui chante. Et puis on a Octopus's Garden qui est une des seules chansons qui a été composée par... Ringo. Enfin bref, on s'en fout. Ah, I Want You, une chanson qui a été composée par John Lennon et qui dure 7 minutes 50. On s'est souvent moqué de John pour l'écriture de cette chanson, qui est en fait une déclaration d'amour à sa morue, parce qu'elle est extrêmement répétitive. On y répète 24 fois I Want You, et sur la totalité de la chanson, qui dure quand même 8 minutes, il n'y a que 13 mots différents. John lui voyait plutôt la grandeur de la simplicité de l'amour, qui pouvait se résumer en une seule phrase, I Want You, je te veux. Ce qui est une idée que sa morue partage aussi, puisqu'elle a résumé tout ce qu'elle pensait de l'univers en ceci. Sur la phase B maintenant, on commence par Here Comes the Sun, qui est une chanson qui a été composée par George dans le jardin d'Eric Clapton, son big pote de l'époque. On est là pour Clapton? Claptopiton? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Juste avant d'aborder le medley, il y a encore une chanson qui s'appelle Because, et qui est un chef-d'œuvre superposant 9 niveaux de voix des Beatles pour les harmonies. Apparemment, John aurait eu l'idée de la composer en entendant sa morue jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, et lui aurait demandé de la jouer à l'envers, ce qui aurait donné Because. C'est une des très rares chansons des Beatles à être enregistrée en harmonie du début à la fin,
et c'est une des très rares à demander autant de technique, puisque je rappelle que les overdubs ne permettaient que de superposer 8 niveaux de pistes, alors que les voix des Beatles en contenaient 9, et qu'il y a encore un fond sonore derrière. Ils ont donc dû chanter ensemble à un certain moment, mais Ringo pas. De toute façon, on s'en fout. Et enfin, le célèbre medley de Paul, auquel John a quand même un petit peu contribué, et qui est composé de You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came In Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight et The End. C'est quelque part une des seules fois où les membres du groupe et Ringo ont collaboré de bonne grâce à l'enregistrement d'Abbey Road. On est effectivement bien dans un medley, mais les chansons sont différentes, et ça s'entend. Seulement il n'y a pas de séparation entre elles sont liées par une transition fluide. Et c'est là un des derniers moments de magie des Beatles. La toute dernière chanson de l'album, c'est The End, et effectivement c'est la dernière qu'ils aient jamais enregistrée. Elle consiste en un solo de batterie de Ringo, et un duel, ou plutôt un truel, de guitare électrique par Paul, John et George. Le morceau, et incidemment la carrière des Beatles, se termine sur cette fameuse phrase « And in the end, the love you take is equal to the love you make » et à la fin, l'amour que tu prends est égal à l'amour que tu donnes. C'est là une officialisation de la fin des Beatles et de leur ultime message d'amour. Mais il y a encore, après ces chansons officielles, une dernière chanson secrète, 15 secondes après The End. Sur les CD, ça n'a plus beaucoup de sens, puisque toutes les chansons sont digitalisées et du coup visibles. C'est d'ailleurs même écrit à l'arrière qu'il y a une 14e chanson. Mais à sa sortie originale, donc en vinyle, ce n'était ni écrit ni visible. Il fallait donc attendre patiemment 15 secondes après la dernière chanson de l'album, ce qui était assez improbable puisqu'on ne savait pas qu'elle était là. C'est la toute première chanson secrète sur un album de musique, à moins effectivement que quelqu'un l'ait fait avant eux et qu'on ne l'ait toujours pas découverte. Le titre Abbey Road a été sélectionné par les Beatles après plusieurs autres idées, notamment celle de l'appeler Everest et de prendre une photo de couverture juste devant l'Everest. Mais ça faisait un petit peu loin, du coup ils se sont dit ouais Abbey Road c'est cool aussi. Et ils sont restés à Abbey Road, qui est en fait la rue de leur studio. Pour le coup, on dirait vraiment les Casseurs Flotters. Ce serait cool d'aller dans l'Himalaya. Ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ou alors on traverse juste la rue. C'est peut-être plus cool. Ouais, c'est peut-être même mieux, genre plus accessible, quoi. J'ai la flemme de me lever, tu préfères pas faire une partie de FIFA? Comme tu veux, mais c'est toi qui vas chercher les manettes, hein. Ouais non, elles sont trop loin, on peut parler si tu veux. La couverture est l'une des plus mythiques de toute l'histoire du rock, et même de la musique. On y voit les Beatles qui traversent la rue juste devant leur studio. Le sens est assez symbolique également, puisqu'en fait ils traversent la rue dos au studio, et face à ce qu'on imagine être leur nouvelle vie, leur carrière solo. Alors il y a des tas de théories sur le fait que Paul soit pieds nus avec une cigarette dans la main, mais ça je réserve pour un autre épisode, sinon celui-ci sera vraiment interminable. Enfin si je devais résumer Abbey Road en un mot, je dirais début. J'aurais pu choisir fin, parce qu'effectivement c'est la fin de leur carrière ensemble en tant que groupe, en tant que Beatles, mais c'est le début de leur carrière solo et de leur nouvelle vie. Mais le mot début désigne également ce que les Beatles voulaient reconstruire en enregistrant ce dernier album. Faire comme avant les disputes, comme au moment où ils étaient tous unis, comme au début. Une dernière chose, je voudrais juste mentionner l'album The Other Side of Abbey Road, qui a été enregistré par le jazzman George Benson dès la sortie d'Abbey Road, et qui est en fait une reprise jazz de toutes ces chansons-là des Beatles. Et franchement, ça vaut vraiment la peine, je pense qu'il est sur YouTube, je mettrai le lien dans la description, et franchement, ça vaut le coup. C'est sur ces mots que je vous quitte, j'espère que vous avez aimé cette émission autant que j'ai aimé la préparer. Dites-moi dans les commentaires quels albums vous voulez que j'analyse prochainement et quelles modifications je pourrais apporter à ce que je viens de dire et à ma manière de traiter le sujet. Moi, je vous fais des bisous et je vous capte prochainement dans un nouvel épisode d'Albums. D'ici là, bonne écoute! Abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu verras c'est cool, tu verras c'est cool. Abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu verras c'est cool, tu verras c'est cool. Abonne-toi.